Bonsoir. Il y en a encore des milliers en circulation, des carnets d'épargne jeunesse. Mais attention, des frais bancaires exorbitants peuvent vous les vider, voire les mettre dans le rouge. Témoignage ce soir. Et nouvel épisode de notre série Encore merci. Cette fois, c'est la Migros qui est épinglée. Émission très musicale par ailleurs. Elles sont nomades, elles ont un succès fou. Les mini-enceintes sont faites pour nous accompagner partout. Pas de câble, un système Bluetooth. Elles sont de plus en plus petites, mais dans une gamme de prix assez large. Qu'est-ce qu'elles ont dans le ventre, ces mini-enceintes? Comment ça marche si on les compare avec des gros haut-parleurs? Et surtout, est-ce que leur son est bon? C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure. Il n'y a pas si longtemps, elles n'étaient que des gadgets. Ce qui en sortait, c'était plutôt du bruit que de la musique. Et comme tout va très vite, les mini-enceintes ont fait un bond spectaculaire en termes de vente et de performance acoustique. Encore que ce n'est pas tout à fait parfait. Et toutes ne se valent pas, ce que vous montrera notre test. Clientèle jeune, mais pas seulement. Et des haut-parleurs miniaturisés qu'on trimballe partout. Reportage d'Ardité Chabani et Vanessa Babst. La montagne, ces paysages sont calmes et depuis peu viennent s'ajouter à ce paradis des sonorités qui n'ont rien à voir avec le vent ni avec les grincements de la neige. Quasi inexistantes il y a encore 5 ans, les petites enceintes ont envahi les rayons des magasins et arrivent jusqu'aux pistes de ski. Les grands distributeurs n'en ont jamais autant vendu. C'est toujours un plaisir d'écouter de la musique sur ces enceintes. J'en ai 2 petites, je crois. Et tu t'en sers pour quoi? À peu près pour tout, quand je fais des voyages dans la voiture, quand je vais à la montagne, à la plage. Enfin, vraiment, c'est un objet du quotidien. Je m'en sers souvent, je la prends quand je vais me poser dans l'après-midi au soleil avec des amis ou en soirée. Ça permet d'animer la soirée, puis ça met de bonne ambiance toujours. Pratiques, petites et surtout à la portée de tous les porte-monnaies, elles servent à écouter de la musique à peu près partout. Leur succès s'explique par une évolution de la manière d'écouter la musique. On l'écoute sur des smartphones, tablettes ou ordinateurs. Des petits objets qui ont besoin d'un coup de pouce pour produire du son. À Yverdon, PSI Audio fournit du matériel sonore professionnel depuis plus de 40 ans. Son directeur Roger Rochnik a vu passer tous ces changements. Il y a quelques dizaines d'années, quand on écoutait de la musique, c'était un moment assez important où on prenait un vinyle et puis on le posait sur la chaîne stéréo. C'était un endroit calme et puis on écoutait sa musique dans un endroit calme et on appréciait toute la richesse qu'il y avait dans l'enregistrement. Ensuite est venu, il y a les cassettes qui permettent d'enregistrer, c'est un avantage. Et puis on est arrivé avec les baladeurs, les Walkman qui comportaient à peu près une dizaine de chansons. Et ensuite une grosse invention qui était le CD. Donc là on a digitalisé l'information qu'il y a sur un vinyle et on l'a mise sur un support digital. Ensuite on a fait des Discman. Donc là aussi c'est l'avantage de pouvoir se balader. La grosse révolution est arrivée quand on a pu compresser toute l'information qu'il y a sur un CD et sur tout autre support de musique sous forme de MP3, donc de fichiers compressés. Et là, on a commencé à se balader avec une énorme quantité de musique avec soi sur des petits lecteurs MP3. Ces lecteurs MP3 ont très vite été intégrés dans les téléphones. Et ensuite, maintenant, les téléphones ont accès à Internet tout le temps. Donc, on a accès non seulement à toute sa bibliothèque de musique, mais à toute la bibliothèque de musique qu'il y a dans le monde entier. Avant les mini-enceintes et la musique immatérielle, Alain Roux travaillait déjà dans le son. Il a consacré sa vie à la reproduction fidèle de la musique. Aujourd'hui, à la retraite, il suit de près ce qui se fait de nouveau dans le milieu. C'est très récent ces mini-enceintes parce qu'en fait, pour avoir ces mini-enceintes quand même de certains niveaux de qualité, il faut séparer la partie spectre de la partie niveau sonore. On veut étendre le spectre sans augmenter le niveau sonore. En d'autres termes, plus on augmente le volume sonore sur ces petites enceintes, moins on entend les subtilités de la musique. Que ce soit pour les fréquences graves, aiguës ou médium. Pour moi, c'est un petit peu la même chose que le son en voiture. Moi, j'aime bien la radio en voiture, mais je ne compare pas du tout la radio que j'écoute en voiture avec le son que j'écoute chez moi.
Mais pour Alain Roux, malgré tous leurs défauts, ces mini-enceintes gardent tout de même des aspects positifs. Au fond, de reproduire fidèlement, ça touche qu'une petite part de la population. La majorité des gens souhaitent avoir un message musical chez eux, mais ça ne leur est pas forcément important que ce soit transmis avec une grande précision, pour autant que ça permette de transmettre une émotion. La chose la plus importante est cette émotion. Chez ce mélomane, on ne trouve pas de mini-enceinte, mais un de leurs ancêtres très éloignés, la boîte à musique. Une boîte à musique qui n'avait pas besoin du Bluetooth pour fonctionner, contrairement aux mini-enceintes sans câble. En 2 mots, pour ceux qui ne sauraient pas ce que veut dire ce système dent bleue, si on traduit en français, en mémoire d'un roi danois du Xe siècle, ce roi était un grand unificateur. Bref, le système Bluetooth, c'est un peu comme le Wi-Fi. Il transmet des ondes électromagnétiques à courte portée, depuis votre téléphone par exemple, jusqu'à la mini-enceinte qui, elle, dispose d'un récepteur. Actuellement, sur notre marché, on trouve des mini-enceintes comme celle-ci dans une fourchette de prix grosso modo entre 49 francs 95 et 269 francs 90. Ces petites enceintes fonctionnent à la technologie Bluetooth. On peut être sur son téléphone à faire des photos et écouter de la musique en même temps. Tout ça sans s'encombrer de câbles. Ah, c'est sympa, franchement, c'est un bon son. C'est quand même bien qu'il y ait autant de sons qui sortent de ces tout petits trucs, quoi. Donc c'est vraiment cool. Antoine? Ouais, ça envoie du lourd, ouais. Elles envoient du lourd, elles sont incassables, résistantes à l'eau, miniaturisées à l'extrême, presque trop beau pour être vrai. Il faut savoir quelles sont les limites. Grosso modo, la principale limite de réduire la taille, c'est qu'on a moins de basses fréquences, moins de graves. Pour les aigus, ce n'est pas un problème. A priori, ça ne change pas. Au contraire, c'est plutôt favorable. Mais plus on réduit la taille, et plus on va être limité pour produire des basses. Pourtant, nos jeunes sont unanimes. Pour eux, c'est bien les basses qu'on entend. C'est même ce qu'ils recherchent. Ça balance. Non, il y a vachement de basses, donc du coup, c'est cool. Camille, tu en penses quoi du son qui sort? Franchement, je le trouve très bien, de très bonne qualité. Je trouve qu'il y a des bonnes basses et que franchement, c'est hyper pratique. On peut le mettre assez fort, comme pas trop fort non plus. Enfin, il n'y a rien de mieux. Pour pouvoir compenser ce fait qu'il y ait moins de basses, forcément, on va mettre en amont, donc avant de passer de faire du son, un filtre, quelque chose qui va amplifier artificiellement ces basses. En faisant ça, alors effectivement, on va augmenter le niveau de basse, mais on va aussi plus vite atteindre ce qu'on appelle la distorsion. Je pense qu'il y a un problème de formatage du goût, de la qualité sonore. Les gens sont en attente de basse. Mais ma théorie, c'est que depuis 30 ans environ, depuis les années 80, on est passé à des moyens de diffusion qui exigent de compresser le son. Et ça, je suis persuadé que ça a formaté plus ou moins l'écoute des gens. Il existe tout de même des audiophiles dont les goûts n'ont pas été formatés. Chez les Maurer, chaque membre de la famille met du cœur à l'ouvrage pour atteindre une reproduction musicale parfaite. À Aubonne, dans leur manufacture, ils confectionnent des enceintes acoustiques depuis 1971. Là, vous avez une enceinte. C'est l'élément qui va reproduire toutes les fréquences. Puis là, vous avez 3 haut-parleurs. Donc, un haut-parleur qui va faire les fréquences graves, un haut-parleur les fréquences médium, où l'humain est très sensible, et un haut-parleur qui va faire les aigus. Donc le haut-parleur, c'est l'élément qui va reproduire un son. Là, il y en a 3, et puis le tout, c'est l'enceinte. À l'intérieur d'une enceinte, on a donc 3 haut-parleurs. Le haut-parleur de grave, celui des médiums, et le tweeter qui reproduit les fréquences aiguës. Quand l'enceinte est en marche, le tweeter vibre extrêmement vite avec des petites élongations. Il fait peu de mouvements d'air et a donc besoin de peu de volume pour fonctionner. À l'opposé, le haut-parleur de grave bouge lentement mais fait beaucoup de mouvements d'air. Il lui faut donc un gros volume à l'arrière. Chez Jean Maurer, pour être sûr que le boîtier ne vibre pas trop et génère des fréquences parasites, on ajoute encore une tige de précontrainte, de la laine minérale et du sable de quartz. Donc il n'y a pas de vis apparente, les vis sont cachées. Même si, rien que par la taille, une enceinte Jean Maurer n'a rien à voir avec une petite nomade, Marc Maurer accepte d'en ouvrir une
pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc là, on voit qu'on a deux haut-parleurs de la même taille qui vont faire autant les graves que les aigus. Donc on aura des gros compromis. On a un volume qui est extrêmement petit, donc il n'y aura forcément pas de grave. Il y a forcément tout qui vibre quand on écoute de la musique, donc il n'y aura pas de relief. Et puis une membrane de 35 mm pour reproduire tout. Le volume est trop petit, ça c'est une chose, et les haut-parleurs sont trop petits, donc il n'y aura forcément pas de grave. C'est possible de faire aussi petit en Suisse? Petit, oui. Oui. Mais à ce prix-là, non. Pourquoi? Bah, vous pensez à ça, vous pensez à ce projet-là, vous êtes déjà à plus de 50 francs. Rien que le fait d'y penser, vous avez déjà un produit à plus de 50 francs. C'est indécent, vous avez une batterie, vous avez deux haut-parleurs, vous avez des circuits imprimés, vous avez des composants électroniques. Ça veut dire que c'est un prix de sortie usine. Si c'est vendu ici 50 francs, ça doit avoir un prix de sortie usine de 25 francs en Chine. Bah, en Suisse, vous n'avez même pas la matière première pour ce prix-là. Mais encore une fois, quand on est à la plage et qu'on a envie d'écouter un peu de musique en fond, ça a tout à fait son sens. Mais avoir ça à la maison, je trouve que c'est un non-sens total. Là, si vous aimez un artiste et que vous aimez sa musique, écoutez-le pas là-dessus. Si vous avez tout de même envie d'écouter vos artistes préférés à la plage ou ailleurs, Hervé Lissec a des astuces toutes simples. Si je devais choisir une enceinte nomade, je prendrais la plus grosse, déjà, parce que je sais qu'elle descendra mieux dans les basses. C'est pas forcément pour faire plus de basses, mais de meilleures basses. Et ensuite, il faudrait voir si, là, typiquement, j'en vois qui ont des petites membranes sur les côtés. Ça, c'est aussi un gage que la conception a été faite selon les règles de l'art acoustique. Les membranes qu'on a sur les côtés, en fait, c'est ces espèces de petites, on appelle ça des radiateurs, qui permettent de manière complètement naturelle d'améliorer la réponse dans les graves. Donc si on n'avait pas ça, on aurait forcément moins de basses et moins de bonnes basses. Tout est dans les basses. Et question taille, nous avons fait une sélection pour notre test. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Et en effet, on a retenu des enceintes de taille à peu près similaire pour ce test. Donc vous avez exclu les plus petites et les plus grosses, mais pour quelle raison? Pour avoir un peu une uniformité de son, c'est important qu'on ait des tailles à peu près similaires. Et puis on a pris des enceintes qui sont bien sûr transportables et qu'on trouve dans la plupart des grandes surfaces. Et qui sont donc comparables, évidemment, c'est la clé d'un test bien fait. Mais elles ont quand même des spécificités, ces différentes mini-enceintes. Alors tout à fait. Par exemple, ces 5-là sont étanches, comme c'est indiqué sur les emballages, jusqu'à 1 mètre de profondeur. Il faut voir que c'est plutôt des enceintes qu'on pourrait mettre dans l'eau. On ne va pas les mettre sous l'eau, bien entendu. Certaines d'entre elles, comme ces 3-là, peuvent être appareillées, c'est-à-dire si vous en avez 2, vous pouvez les utiliser en stéréo. Et d'autres diffusent le son à 360, comme ces 2-là et ces 2 ici, diffusent le son à 360 degrés tout autour, alors que d'autres sont plus de face en général. D'accord. Alors, nous avons fait subir différentes épreuves à ces 10 mini-enceintes. Expliquez-nous les 2 tests, en fait. Alors, nous sommes allés chez PSI Audio et les ingénieurs là-bas ont chargé toutes ces enceintes à la batterie à fond. Et on diffusait un son à 70 décibels, c'est l'équivalent d'un aspirateur, on va dire. Et puis, une fois que ces enceintes se sont éteintes, on a mesuré le temps qui s'était écoulé. Ça nous a permis de dire, à 70 décibels, la durée, l'autonomie est de tant d'heures. D'accord, ça c'est le premier test. Et le deuxième? Le deuxième test concerne le rendu sonore, la fidélité du son des enceintes. Et là, chez PSI Audio à Yverdon, c'est Roger Rochnik qui en parle le mieux. On va tester la qualité de la reproduction sonore. On va tester la réponse en fréquence. On va regarder la bande passante. Est-ce qu'on reproduit bien les graves ou pas? Et puis on va regarder est-ce qu'elle reproduit des sons qui ne sont pas dans le signal. Ça, c'est ce qu'on appelle des distorsions. Et on va regarder avec quelle précision ou quelle fidélité on reproduit ce son et à quel niveau sonore. Pour ce deuxième test, les enceintes sont placées l'une après l'autre dans une chambre sans écho, qu'on appelle une chambre anéchoïque. Le signal sonore est mesuré grâce à un micro placé à 1 mètre de l'enceinte. 2 sons sont envoyés, un bruit rose qui contient toutes les fréquences qu'on entend dans une musique. Et un sweep, un son qui balaye les fréquences de la plus aiguë à la plus grave. Les résultats sous forme de courbes sont ensuite analysés par le labo, et si la courbe présente peu de variations, c'est que la reproduction du son est fidèle. Vous venez de voir la partie laboratoire que nous avons complétée par une sorte de dégustation de son. 5 paires d'oreilles expertes, différents styles de musique et beaucoup de concentration. C'est au théâtre Les Salons à Genève qu'a lieu une dégustation un peu particulière. Les stars du jour, c'est 10 mini-enceintes, dégustées par les oreilles et non par les papilles.
Dans cet environnement sonore exigeant, 5 dégustateurs aux oreilles expertes ont évalué le rendu sonore. Thomas Drop Betrizet, auteur-compositeur, producteur, ingénieur du son et guitariste, il a plus de 15 ans d'expérience dans la production musicale. Moi, je pense que c'est important avec ces petites enceintes qu'elles puissent être fortes et d'avoir un bon son, que les basses, elles restent. Constance Frey, musicologue et musicienne classique, elle joue du violon et a donné des concerts dans toute la Suisse. Quand j'écoute de la musique classique, je vais entendre tous les instruments de l'orchestre. Il y a très peu d'enceintes qui résistent à ce type de répertoire, donc j'ai trouvé très intéressant, mais en même temps délicat par rapport à l'exercice d'aujourd'hui. Oxa, musicien et passionné de musique électronique, il compose pour des artistes, pour des films et s'est produit dans les plus grands festivals suisses. Il est aussi régisseur et technicien son. Fabrice Delprété a rejoint PSI Audio en 2008. Il n'a pas participé aux tests réalisés en laboratoire et n'était pas au courant des résultats au moment de la dégustation. Valérie Martinez, cette chanteuse baigne dans la musique soul, pop rock et funk. Ce que je cherche en général, c'est sentir vraiment un peu toutes les fréquences, qu'il y ait un bon équilibre et surtout une proximité. J'ai envie de sentir comme si j'étais proche comme si j'étais au concert de l'artiste en fait. En musique et en son, chacun de nos spécialistes a des attentes et des goûts bien différents. Pour juger nos enceintes, nous les avons installées à 2 ou seuls. Ils ont écouté 3 styles de musique. Un extrait de musique classique, de la musique électronique et une chanson de folk rock. Pour chaque style, nos experts ont mis une note allant de 1 à 10. Ils ont jugé le rendu des basses, des médiums et des aigus. Les mini-enceintes leur ont été amenées dans un ordre différent pour éviter d'avoir les mêmes références. Elles ont aussi été anonymisées. Après 1h30 d'écoute, voici leur classement. Avec une note de 4,5 sur 10, 10e et dernière du classement, le modèle Pile Plus de la marque Beats. Je me souviens que c'était plutôt comme plat, enfin il se passait comme rien. Malheureusement, c'est pas intéressant parce qu'il manque des basses, il manque des aigus, il manque de la musique. Mais j'ai trouvé relativement plat et un peu cartonneux comme esthétique sonore. On a l'impression que ça va s'effriter sur les bords. Quand on montait le volume et commençait à avoir un peu de compression, ça commençait à devenir moins agréable et surtout on perdait de la dynamique. 9e avec la note de 4,7, le modèle BLT32 d'Intertronic. Le fabricant n'a pas indiqué de durée d'autonomie. Vendu à 49,95 francs, c'est la moins chère de notre sélection. Je trouvais qu'il y avait un mauvais équilibre, un son un peu agressif. Et c'est pas ce que je recherche dans une enceinte de ce type-là. Elle saturait pas mal dans les aigus. Et du coup, ça fait qu'on peut moins jouer avec le volume parce que ça devient presque un peu désagréable. J'ai bien apprécié le son d'allumage et d'extinction, mais le reste était catastrophique. En 8e position, Flip 4 de JBL. Le fabricant annonce 12 heures d'autonomie alors qu'elle tient 30 heures en laboratoire. Celle-là, c'était pas ma préférée et aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est une que j'ai chez moi et que j'utilise assez souvent. Souvent, j'écoute mes propres mix dessus comme référence et j'avais déjà remarqué chez moi quand on la poussait à haut volume, les basses, elles disparaissaient. C'était un son qui était vraiment pas naturel, trop à l'opposé de ce que je recherche. Numéro 7, une enceinte de Sony qui marque un saut dans la notation puisqu'on passe à la note de 6,1. Par contre, le fabricant annonce 12 heures d'autonomie. Lors de nos tests en laboratoire, elle ne dure que 6 heures. L'autonomie la plus faible de notre sélection. Celle-là, je trouve qu'elle manquait de relief en fait. Le son était assez étouffé, très dans les médiums. Et du coup, on distingue moins les basses et les aigus, ce qui me manque beaucoup. À la 6e position, la Boom 3 d'Ultimate Ears. Avec 30 heures et 15 minutes d'autonomie, elle a la batterie la plus performante de notre test. Elle obtient la note de 6,3 à 1/10 seulement de la 5e position, occupée par la marque Bose, notée à 6,4. Alors je trouve que cette enceinte s'adaptait plutôt pas mal au style dubstep, donc des sons qui sont pas naturels à la base. Par contre, sur tous les sons qui étaient acoustiques, je trouvais qu'il y avait un manque de fidélité.
Il y a un côté 360 degrés que j'ai bien aimé. C'est moins frontal comme écoute. En 4e position, Swell de Cabas. Elle obtient la note de 6,5 sur 10. Vendue à 269 francs 90, c'est la plus chère de notre sélection. C'est pas celle qui avait le plus de volume, mais malgré tout, elle gardait un côté... je crois que la balance des bas et des aigus était assez bien faite. J'ai bien aimé celle-là, justement, c'est un peu une des seules qui me donnait cette proximité que je recherche dans l'écoute. 3e, notée à 6,8, l'enceinte Jump de la marque Nuba. À noter qu'elle résiste à l'eau. Peut-être il manquait un poil d'aigu, mais dans l'ensemble, elle allait assez bien. Il me semble qu'au niveau compression, quand on mettait fort et tout, il y avait quelques petits effets, mais ça ne m'a pas dérangé tant que ça. Premier ex-aequo de notre classement, notée à 7,3, l'enceinte de la marque Philips. Elle partait avec un avantage, sa taille. Le laboratoire confirme les bonnes notes et lui donne la mention bon. Alors d'abord, elle m'a fait beaucoup rire parce que c'est un peu une disco mobile comme ça. Puis après écoute, d'un coup, je me suis rendu compte que son aspect où le son semble plutôt scindé, c'est-à-dire où on a vraiment des basses et puis de l'autre côté des aigus, en fait, ça s'accommodait mieux aux trois styles d'écoute. La mini-enceinte de Bang et Olufsen arrive aussi première avec 7,3. Appréciée par nos experts, elle est aussi la seule qui reçoit la mention très bon par nos tests en laboratoire. Coup de cœur un peu, on va dire, mais c'est aussi un des modèles qui présentait une petite différence. Elle est ronde et c'est vrai qu'on avait un son qui se dispersait dans la salle, que je trouvais agréable. On peut se mettre partout autour, contrairement aux autres, elle a un son qui est vraiment homogène. Elle est agréable en fait, elle est musicale. Je pense que ça, c'est vraiment une enceinte comme moi en tout cas, j'aimerais bien avoir avec moi pour être dehors ou à la maison, quoi. Elle est vraiment top. Vraiment top la BO, mais il y a quand même une petite question, tout comme sur la Sony d'ailleurs. Le laboratoire a trouvé une autonomie de la batterie différente que celle annoncée par les fabricants. Comment est-ce que ça s'explique, Stéphane? Alors Sony nous dit que les 12 heures d'autonomie de la batterie sont calculées sur un mode standard avec un son réglé à 50% du volume et sans utilisation des artifices comme la lumière qui clignote. Et puis BO nous indique avoir mesuré 28 heures à 56 décibels. Nous, on a fait une mesure à 70 décibels, ce qui est plus élevé, et de préciser que les enceintes, c'est un peu comme les voitures. Plus on roule vite, plus on consomme d'essence et moins on fait de kilomètres. Donc plus on écoute fort, plus ça consomme la batterie, si je comprends exact, bien, évidemment. Oui, ça, c'est logique. Oui, ouais, d'accord. oui. Les tests sont toujours faits, très réguliers. Bon, ceci étant, on a dit que leur taille était à peu près similaire, mais elles n'ont pas toutes le même poids. Non, exactement. Alors celle-là, elle fait 400 grammes, celle-là, elle en fait 600 et celle-là, elle est autour du kilo. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que le poids, c'est pas un bon critère, de choix. Ça ne veut rien dire. Non, ça ne veut rien dire du tout. La moins bonne du test fait 746 grammes et la meilleure ex-aequo n'en fait que 573. Donc ça ne devrait pas être un critère de Non. choix. D'accord. Merci Stéphane pour toutes ces explications. Et puis en tout cas, des résultats de ce test, vous pourrez les consulter dès ce soir sur le site internet d'À Bon Entendeur. Comme d'habitude, c'est pratique pour faire le bon choix, que vous ayez envie de vous acheter ou d'offrir une mini-enceinte. D'ailleurs, chez les adolescents, on ne parle pas de mini-enceinte ni de nomade, mais de basse. Qui en a une? Par quel canal est-ce qu'ils écoutent de la musique? Parole d'ado, séquence signée Patrick Léger. Tu utilises quoi comme objet pour écouter de la musique? Des écouteurs, des basses? J'ai une basse, mais je l'utilise moins que mes écouteurs. J'utilise plus mes écouteurs. J'utilise soit mon casque que j'ai là, justement, soit j'utilise la soundbar que j'ai chez moi. J'écoute souvent sur la télé. Quand je suis dehors, j'utilise des écouteurs. Est-ce que tu serais intéressé par utiliser ce genre d'enceinte? Ouais, j'en ai une qui ressemble un peu, enfin c'est pas la même marque, mais ça ressemble. Ouais. Si je veux écouter la musique plus fort, ça peut être pratique quand je suis avec mes amis à la piscine, dans un parc. Est-ce que tu as une basse ou
Oui, j'ai une basse. Et tu l'utilises souvent ou... Non, pas souvent. Parce que c'est trop galère. Par exemple, quand quelqu'un m'appelle, la musique, elle se coupe à chaque fois. Pourquoi tu utilises moins la basse? La basse, ça fait beaucoup de bruit. Et comme j'ai un petit frère, ma mère, elle aime pas trop. Je suis timide, donc je préfère écouter la musique chez moi que dehors où tout le monde peut entendre. Les gens, ils aiment pas toujours ce type de musique. Personnellement, ça m'agace quand j'entends les gens avec leurs grosses basses comme ça et qui mettent de la musique à fond alors qu'il y a des gens qui passent. Moi, ça m'agace. Tu utilises quoi comme application, comme site pour écouter ta musique? YouTube et une application qui s'appelle Audiomack. Je vais sur YouTube. YouTube, Spotify. Sur YouTube et sur Free Music. Personnellement, j'utilise pas trop les plateformes de streaming, que ce soit Spotify ou Deezer. Pour trouver ma musique, j'avoue que je vais sur des sites pas très recommandés. Toutes mes musiques, je les achète. Est-ce que tu serais prêt à payer pour justement avoir de la musique? Oui, ça paraît bizarre, mais oui. Je préfère si je paye pas, mais ça me dérangerait pas de payer. Non, ça me dérange pas de payer. Imaginons que tu faisais un tube qui marchait hyper bien. Tu la ferais payer pour avoir de l'argent ou tu la ferais gratuite? Bah d'abord, je la ferais gratuite. Parce que si je la mets payante et que personne n'écoute, ça sert à rien. Au début, je le commercialiserais gratuitement, comme ça, il y a plus de gens qui pourraient l'écouter. Et donc ça me fait de la pub indirectement. Et puis progressivement, je quitte le gratuit. Je pense que ce serait mieux de le faire payer si je viens de commencer dans la musique pour avoir déjà une aide un peu financière, tu vois. Je pense que la musique, ça doit quand même toujours se faire payer parce que sinon il n'y aurait plus aucun artiste. Ça ne les dérangerait pas de payer, ce qui veut dire qu'ils et elles consomment de la musique gratuitement sur YouTube, Free Music, Spotify, sur des sites pas trop recommandables, disait l'un, par un compte familial iTunes. Alors on va rappeler quelles sont les règles en vigueur avec vous, Nicolas Cap. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un avocat spécialisé dans les nouvelles technologies. Avant cela, peut-être quand même les grandes tendances intéressantes dans le domaine, dans le commerce de la musique en ligne. Pour commencer, elles sont fournies par l'IFPI, la principale association professionnelle des labels de musique en Suisse. Alors, le vinyle est en légère progression, légère. Le streaming progresse fortement. En revanche, le nombre de CD vendus continue à chuter. Et ce qui est en baisse aussi, ce sont les téléchargements de musique. En fait, Nicolas Cap, il faudrait parler de télédéchargement. Là, on charge des fichiers. Et qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui ne l'est pas en Suisse? Rappelez-nous. Alors, il faut distinguer, comme vous l'avez expliqué, le download, le télédéchargement qu'on appelle de manière usuelle le téléchargement, et l'upload qui est le fait de charger de la musique et de soi-même la mettre à disposition. Alors, ce qui est interdit lorsqu'on n'est pas détenteur des droits, c'est l'upload, c'est-à-dire de mettre à disposition d'autrui des fichiers, que ce soit des fichiers musicaux ou de films, peu importe. Mais en revanche, le download, soit le fait de simplement, pour son usage privé, récolter des fichiers, n'est pas du tout criminalisé et est parfaitement licite. Donc, quand on entend ces jeunes qui disent moi, je vais sur des sites pas très recommandables, en admettant qu'ils fassent du télédéchargement, là, ils ne risquent rien. Non, il ne risque absolument rien. Et c'est vrai que la Suisse est un îlot de résistance face à d'autres pays qui criminalisent assez fortement, par exemple la France, le télédéchargement qui est punissable théoriquement de prison. Donc on voit qu'on est dans on a vraiment des régimes très différents. Ouais. Et maintenant, si on parle du streaming qui monte en flèche, c'est une consommation de la musique qui se porte de mieux en mieux, si on peut dire. Là aussi, la même règle, c'est on peut streamer tout ce qu'on veut sans risquer rien du tout? Oui, absolument. Donc là, le streaming, de nouveau, du point de vue d'utilisateur, la question est un peu différente, évidemment, si vous-même vous mettez à disposition, parce que là, vous êtes susceptible de violer la loi fédérale sur les droits d'auteur. Mais en revanche, si vous ne faites que consommer, que de regarder un film en streaming, vous ne risquez strictement rien. Et la nouvelle loi, donc la loi sur le droit d'auteur, est actuellement en révision totale, mais elle n'a pas prévu de changement sur ce point. Et on pourra continuer à downloader et à streamer sans bourse déliée. Donc ça ne changera pas. Ce qui vous choque, parce qu'en 2016, je lisais dans le temps, rapidement, il est grand temps de remettre, je cite ce que vous disiez, l'exception en Suisse, il faut criminaliser l'internaute qui télécharge des contenus qui sont soumis aux droits d'auteur. Ça, c'était votre vœu, mais rien ne change. Non, dans l'avant-projet, il y avait des velléités d'adresser à l'internaute des avertissements, un peu un système à la française. Ça n'a pas été retenu finalement. Je trouve que c'était un peu particulier parce qu'au fond, c'est comme si on prohibait la vente de drogue mais qu'on autorisait la consommation. Donc c'est vrai on est dans quelque chose, un système qui est une sorte de bizarrerie, et une bizarrerie aussi au sein de l'Europe où on a des régimes qui sont parfaitement différents. Donc du point de vue des ayants droit, c'est un petit peu particulier. En Suisse, on peut consommer pour sa propre consommation de musique à peu près tout, sans reverser forcément des droits d'auteur, et c'est ça qui vous choque.
Oui, absolument. Et ce qui me choque, c'est qu'au fond, on criminalise la mise à disposition, mais pas la consommation, alors qu'il m'apparaît que c'est les deux versants de la même pièce en réalité. D'accord. Merci pour ces explications. Très bonne soirée. Merci d'être venu. On les appelait carnets d'épargne jeunesse. Les banques n'en proposent plus depuis 20 ans, mais des carnets d'épargne jeunesse qu'on ouvrait pour les enfants, petits-enfants, filioles, etc. Il en reste encore des milliers qui dorment, entre guillemets, en banque. Sympa de retrouver un petit pécule quand on devient majeur, sauf qu'il risque d'avoir méchamment fondu. C'est ce qu'a découvert une téléspectatrice d'À bon entendeur que Nathalie Rondin a rencontrée. Nous avons rendez-vous à Épalinges, dans les Hauts-de-Lausanne. Il a été sage aujourd'hui. Aurélie et Nicolas Tornard sont les parents d'un petit garçon de 2 mois appelé Kylian. À Noël, au moment de sa naissance, il découvre l'existence d'un carnet d'épargne ouvert au nom d'Aurélie lorsqu'elle était elle-même bébé, un cadeau inespéré et bienvenu dans une famille qui s'agrandit. Ça fait plaisir, surtout après la naissance d'un bébé. Ça met un petit peu de beurre dans les épinards, ça fait toujours plaisir. Le carnet d'épargne, rappelez-vous, c'est l'ancêtre du compte épargne, très à la mode dans les années 80. Un petit livret que l'on offre aux enfants à leur naissance avec quelques économies, une tradition typiquement suisse. C'est justement en 1987 que la marraine d'Aurélie ouvre un carnet d'épargne jeunesse au nom de sa filleule. On la voit ici tenant la petite dans ses bras lors de la cérémonie de baptême. Bien des années plus tard, les voici à nouveau réunis. Aurélie a aujourd'hui 32 ans et elles vont nous raconter l'histoire de ce carnet. Il y a des choses qui se faisaient à l'époque. Moi, personnellement, j'ai reçu un service en argent. Je crois que tout le monde en avait un. Et puis, je pense que ça évolue avec le temps. Et là, on faisait généralement des carnets d'épargne pour notre filleule, ce que je trouve une bonne idée. Les années passent, Aurélie grandit, mais finalement, la marraine et la filleule finissent par se perdre de vue. Quand elle a été majeure, donc à 18 ans, ça, c'est vraiment une chose dont je me souviens, c'est que j'ai contacté la banque parce que je voulais compléter ce carnet pour lui donner une somme que je trouvais décente, parce que c'est vrai que 300 francs, je trouvais que c'était pas assez. Ce carnet n'existait plus, donc j'avais pas le droit de compléter ce carnet. J'avais plus le droit de transformer le carnet puisqu'elle était majeure, donc j'avais rien le droit de faire. Et il fallait que je lui donne ce carnet. Et j'ai rien fait en fait. Voilà, je l'ai reclassé un petit peu aux oubliettes un bon nombre d'années. Leurs retrouvailles sont toutes récentes. En décembre dernier, lors d'une grande fête de famille, Christiane offre le fameux carnet à sa filleule. J'ai été touchée parce que j'étais pas au courant, je m'y attendais pas du tout. Et déjà, ça m'a fait très plaisir de la revoir après toutes ces années et ça m'a touchée. Oui. Le temps de faire un peu d'ordre dans ses papiers, Aurélie se rend 3 jours plus tard au siège du Crédit Suisse au centre de Lausanne. En fait, quand je suis allée à la succursale de Lausanne pour récupérer toute contente mes 290 francs, là, on me dit, écoutez, madame, il y a un solde de 19 francs 75. J'étais étonnée, je dis, pardon, je comprends pas. Il me dit, oui, parce que ça fait 2 ans, il y a 144 francs de frais. Donc là, il reste un solde de 19 francs 75. Il faut le fermer cette année parce qu'il y aura encore des frais rétroactifs et normalement, vous nous devez 123 francs. Le petit pécule d'Aurélie a grandi année après année. Et puis il s'est brusquement volatilisé en 2 ans. Car depuis 2016, le Crédit Suisse a instauré 144 francs de frais par année pour dissuader ses clients de garder leur carnet d'épargne. Le solde commence même à dangereusement virer au rouge. Alors là, c'est vrai que j'ai été choquée parce que je ne suis pas en connaissance de ce carnet, personne ne m'a informée, même la banque, à mes 18 ans, je ne savais pas. Et de là, de me dire que non seulement ils ont tout piqué, qu'il n'y a plus d'argent sur le compte et qu'en plus peut-être je leur dois de l'argent, là j'étais vraiment énervée.
Comment peut-on être en possession d'un carnet d'épargne et devoir de l'argent à la banque? Aurélie et Nicolas se retrouvent face à des employés peu collaborants. On s'est un petit peu foutu de nous. Il y a même une personne, une collaboratrice qui nous a dit que c'était que 290 francs qu'on perdait. Et pour moi, une réponse comme ça, un service à la clientèle, pour moi, ça se fait pas. Ça a été offert par sa marraine, donc soit ça va pour Aurélie comme c'était prévu, soit ça doit retourner chez sa marraine. Mais ça ne doit pas rester dans les caisses d'une banque qui fait des choses certainement comme ça à des milliers de personnes. Pour comprendre comment une telle situation est possible, nous sommes allés voir un bureau de conseil indépendant. VZ à Lausanne donne des conseils financiers à des privés et des entreprises. Dans certains cas extrêmes, il n'est pas rare que des clients voient leur capital fondre à cause de frais bancaires exorbitants. Nous avons observé que les banques ont fortement augmenté les frais ces dernières années. On sait aussi pourquoi, parce que certains revenus dans le domaine bancaire ont diminué. Je pense notamment à la gestion de fortune, je pense aux intérêts négatifs. Et c'est pour cette raison que les banques cherchent à compenser en fait, ces diminutions de revenus et augmentent les frais. Pour certains carnets d'épargne, les frais ont augmenté de façon vertigineuse, mais pas seulement. Tous les comptes sont concernés. Les banques aujourd'hui proposent des paquets de prestations, donc paquets avec plusieurs comptes, avec plusieurs cartes essais, cartes de crédit, etc. Déjà, on doit voir si on a vraiment besoin de toutes ces prestations. Souvent, ce n'est pas le cas. Et dans ces cas-là, on doit voir quel est le prix pour ces prestations, et ça peut varier même de plusieurs centaines de francs. Attention, vous payez souvent entre 100 et 500 francs de frais bancaires par année. Pour réduire ce montant, voici les conseils de notre expert. Il est essentiel de définir ses besoins, de comparer les offres et n'hésitez pas à changer de banque. Les Suisses ne sont pas encore très habitués de changer la banque, mais c'est quelque chose qui va venir de plus en plus parce que nous observons qu'il y a de plus en plus de clients qui se posent des questions sur les frais bancaires. Entre-temps, le jour de notre tournage, une bonne nouvelle est arrivée dans la boîte aux lettres d'Aurélie. Là, ils sont gentils, ils mettent quand même que j'ai fait tout le nécessaire. Et ils vont me rembourser les 290 francs sur mon compte. Le Crédit Suisse écrit à Aurélie « Aucun manque de suivi ne peut vous être imputé. Après analyse détaillée de votre cas, nous avons décidé de vous rembourser le solde initial de ce carnet, à savoir 290 francs. » Est-ce que vous êtes content d'avoir gagné? Alors, gagner, moi je dirais pas gagner, je dirais récupérer ce qu'ils ont essayé remettre les choses en place. De prendre, alors que c'était pas à eux. Je suis contente, mais après je me dis il a fallu quand même beaucoup batailler, beaucoup se battre pour ça, et ça aurait pu être beaucoup plus simple, finalement. Voilà. Et le petit Kylian, lui, n'aura pas de compte épargne jeunesse. Prudent, ses parents ont décidé de gérer eux-mêmes ses économies. Heureux hasard tout de même, hein. Le Crédit Suisse rembourse ses 290 francs et explique à Aurélie que des carnets d'épargne jeunesse ne sont plus émis parce qu'ils ne correspondent plus aux normes de sécurité et de flexibilité. 12 francs de frais par mois sur ces carnets qui restent en circulation, autant dire que c'est dissuasif. 0 francs en revanche sur un compte d'épargne, nous dit le Crédit Suisse. S'il vous reste un de ces carnets, n'attendez pas pour transférer l'argent. Et le Crédit Suisse termine en faisant amende honorable, je cite, « Votre visite en notre succursale de Lausanne a fait ressortir des lacunes dans les connaissances du traitement des carnets par certains membres de notre personnel. » Fin de citation. Eh bien, cette fois, l'information aura largement circulé. On change maintenant de génération. Avez-vous déjà entendu parler de la carte Avantage Senior à la Migros? Un couple fribourgeois nous explique pourquoi il est légèrement fâché. Depuis qu'il est retraité, Denis Sirvet peut s'adonner à sa passion. Il invente et fabrique des jouets en bois pour les enfants. Avec Martine, son épouse, les Sirvet sont de bons clients de la Migros de Châtel-Saint-Denis. Elle est toute proche de chez eux, c'est pratique,
et ils apprécient une petite attention que le géant Orange réserve aux plus de 60 ans, la carte Avantage Senior. En 2017, on l'a reçue, comme quoi on avait 10% de rabais tous les premiers mardis du mois. Sur toutes vos courses? Sur toutes les courses. Et j'allais exprès le mardi de chaque mois, je ne loupais pas pour avoir le 10%. Parce que nous, on a besoin de cet argent. Mais en janvier dernier, lorsque Martine présente sa carte senior à la caisse, mauvaise surprise. La caissière m'a dit non, elle n'est pas valable. Elle me dit bon, faut vous renseigner, mais nous, on ne vous fait pas le 10%. J'ai fait un mail, j'ai reçu après un petit courrier, comme quoi, je trouve c'est génial, comme quoi il ne faisait plus, que Neuchâtel-Fribourg ne faisait plus. C'était même dans Migros Magazine, après le 11 décembre 2018, terminé la réduction pour seniors. Fâché, Daniel écrit à Migros. J'ai reçu une charmante lettre de Migros. Alors ils disent que le but, c'était que de répercuter des mesures commerciales, en particulier des baisses de prix, sur l'ensemble de notre clientèle. Migros, précise la lettre, ne veut plus privilégier certains publics cibles, comme ce fut le cas pour les personnes de 60 ans et plus. Mais c'est lorsque Daniel fait une nouvelle découverte que la moutarde, Migros évidemment, lui monte au nez. Alors j'ai regardé un petit peu, puis j'ai constaté que Haro, Soleure et Berne bénéficiaient de ces 10% pour les seniors. Toujours valable dans des cantons alémaniques, la carte senior n'existe pas dans les cantons romans, à part en Valais, mais à certaines périodes, et à Fribourg-Neuchâtel, où elle vient donc d'être supprimée. Moi, je trouve que c'est dégueulasse, c'est tout. Je trouve que soit ils font pour tout le monde, ou soit alors ils font pas. La Suisse, c'est pas si grand que ça, les cantons. On n'est pas en Amérique. Donc ils doivent gérer tous les cantons la même chose ou personne. Comme dit la pub, Migros appartient à tout le monde. À moi, par exemple. Ou moi? À moi aussi. Mais pour les plus de 60 ans, mieux vaut quand même être bernois, argovien ou solerois. Migros appartient à tout le monde. Et ça se voit. Une séquence Encore merci, réalisée par Malik Méli et Michael Dirani. Soit ils le font pour tout le monde, soit ils le font pas. Raisonnement assez logique de Denis Sirvet. C'est vrai, c'est à Tristan Serre, vous êtes porte-parole de Migros. Qu'est-ce que vous leur répondez à ce couple? D'abord que j'ai beaucoup de compréhension pour la réaction de la famille Sirvet, parce que c'est très frustrant de se retrouver devant une telle situation. Simplement, c'est vrai, ce qui a été envoyé par la coopérative Migros-Neuchâtel-Fribourg, c'est qu'en effet, la carte senior avait été reconduite en 2018 et puis arrêtée à la fin 2018, aussi parce que certains clients se plaignaient de discrimination. Justement, on disait, moi, j'ai pas encore 60 ans, mais j'aimerais aussi avoir un rabais, et j'en ai pas. Et c'est pour ça que Migros-Neuchâtel-Fribourg s'est dit, OK, peut-être que dans cette région, ça fonctionne pas très bien, on va chercher d'autres solutions pour que tout le monde puisse profiter d'un rabais ou d'une action. Oui, mais la discrimination, elle va aussi dans l'autre sens, parce que certains cantons, on l'a dit, Aarau, et puis certains cantons comme Soleure et Berne aussi ont cette carte senior. Alors finalement, on n'a pas les mêmes avantages quand on a 60 ans dans un canton et pas dans l'autre. Alors c'est vrai que la mésaventure des Sirvet illustre un atout de Migros qui est le fait qu'on est ancré régionalement. C'est-à-dire qu'il y a 10 coopératives qui vont pouvoir organiser leurs offres, leur assortiment aussi, selon la population. Alors c'est vrai que sur Genève, on est très axé sur le tourisme d'achat, on fait des rabais qui sont plutôt axés pour tout le monde le jeudi. Vaud a plutôt opté pour une autre stratégie qui est celle d'avoir beaucoup plus d'actions qui sont plus ponctuelles. Et puis, la coopérative dont vous parlez dans le sujet, qui est Migros Arrêt, elle a cette carte senior pour 3 cantons, en effet, depuis très longtemps. Et c'est vraiment une tradition là-bas. Alors, suppression dans le canton de Neuchâtel et de Fribourg, mais remplacée par quoi, s'il faut faire une égalité pour tous? Quelles sont les actions pour tous? Alors, c'est justement là où Migros-Neuchâtel-Fribourg, maintenant, planche sur une solution qui va bientôt être annoncée, puis qui va pouvoir vraiment contenter tout le monde et être non discriminatoire par rapport aux âges, mais pouvoir avoir vraiment... On le saura quand? Voilà. On le saura très bientôt. Ah bien, on l'annoncera et entendu, évidemment que les Sirvet seront contents de l'apprendre également. Merci pour ces explications. Très bonne soirée à vous. À bientôt. Merci. Nous mangeons trop de viande, le nous étant évidemment global. Constat qui n'est pas un scoop, mais l'enquête d'À bon entendeur vous parlera mardi prochain des conséquences et des solutions.
Ce n'est pas bon pour l'environnement, trop d'élevage qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Pour bien comprendre l'impact réel de l'élevage, à bon entendeur est entré dans les détails. Trop de viande rouge, ce n'est pas bon non plus pour la santé et ça nous concerne tous. À bon entendeur ne fait pas dans l'idéologie mais dans la physiologie. Il y a toutes sortes de façons de les varier les protéines avec ce qui existe déjà et en plus l'alimentation du futur se concocte aujourd'hui. Un mot encore pour vous proposer de participer à une émission qui vous intéressera sûrement. Vous êtes nombreux à souffrir des bruits continus. De la rue qui est en bas de chez vous, du train ou du tram sous vos fenêtres, des avions qui survolent votre immeuble, de l'usine ou du chantier d'à côté. Et j'en oublie. Si vous souhaitez que nous venions chez vous pour mesurer objectivement le bruit que vous entendez, qui vous gêne, n'hésitez pas à nous contacter sur abe@rts.ch ou par Facebook. Très bonne soirée, à bientôt.